Alors José Barbançon, j'aimerais savoir d'abord, là vous êtes dans votre pays. Oui, c'est un pays où je suis depuis 124 ans maintenant. Si je compte l'arrivée des premiers Barbançons en 1865. Et ensuite, à partir de 1866, l'arrivée d'autres ancêtres venus comme condamnés aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie. Les premiers Barbançons sont arrivés donc en Nouvelle-Calédonie parmi les... Non, du côté Barbançon, non, c'était ce qu'on appelle ici des gens libres, pour faire la différence. Mais de l'autre côté, du côté maternel, c'est parmi les condamnés. C'était des gens, mon arrière-arrière-grand-père était condamné au bagne de Toulon. Et lorsqu'on a commencé à vider les bagnes en France, il est venu dans le deuxième convoi en 1866. Ensuite, il y aura d'autres condamnés dans la famille, condamnés en Corse également, en 1876. Et ensuite un autre condamné de la région de Nantes. Je crois qu'il y a beaucoup de... Vous savez, le nombre de condamnés dans le Calédonie, il y en a eu à peu près 22 000 au total, de condamnés aux travaux forcés, entre 1864 et 1897. Et une grande partie de l'origine du peuplement calédonien vient de ces gens que l'on a condamnés à venir ici. Et c'est un peu à partir de cette idée qu'avec à l'époque Éloi Machoro, Jean-Marie Tchibaou et bien d'autres, on a Yewene, on avait développé le concept de victime de l'histoire, c'est-à-dire des gens pas venus ici volontairement, mais que la France a forcé à venir, a interdit à retourner, et qui se retrouvent aujourd'hui dans ce pays qu'ils ont fait le leur. Alors est-ce qu'il en reste beaucoup? Par exemple, est-ce qu'il y a des familles dont on peut citer les noms et où on connaît les origines? Là, on rentre dans un autre domaine qui est le domaine du non-dit. En fait, personnellement, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc je connais à peu près maintenant les origines de toutes les familles, parce que je me suis spécialisé là-dedans. Mais souvent, les familles ne savent pas elles-mêmes, parce que pendant des années, on n'a pas voulu parler de tout ça. On a caché, on a instauré l'oubli. Et toute l'histoire du pays est l'histoire du non-dit. Non-dit chez les Calédoniens à cause de l'origine du bagne, il fallait effacer, il fallait oublier le temps sale, le temps de la fange, il fallait montrer qu'on s'en était sorti. Et non-dit de l'histoire kanak, parce que là, bien sûr, on tombe dans tous les problèmes de spoliation foncière, de répression, etc. Et de ça, on ne veut pas parler non plus. Et alors vous qui vous intéressez à l'histoire, est-ce qu'on apparaît comme suspect ici quand on s'intéresse à l'histoire, au passé justement, si on veut l'oublier ce passé? C'est difficile chez les Kanaks comme chez les Calédoniens d'origine européenne de parler du passé. Ou alors, à condition qu'on parle d'un passé édulcoré, aseptisé. Là, ça va. Mais c'est pas un phénomène purement calédonien blanc. Hein. Vous avez le même problème chez les Kanaks où souvent on vous dit il ne faut pas reparler de ça parce que ça va soulever des problèmes claniques. Les vieux ont enterré cette histoire pour pas qu'on se redispute, etc. Et ils vous disent il faut laisser dormir les morts en paix. Et chez les Calédoniens d'origine européenne, vous avez à peu près une sorte de mimétisme là, qui se fait, et où on vous dit les mêmes choses. Il faut pas réveiller les morts, ils ont assez souffert comme ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de domaines où il y a un mimétisme entre le monde kanak et le monde calédonien, en particulier à travers certains mots qui sont ce que j'appelle des mots tabous. Chez les Kanaks, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de prononcer parce qu'ils portent malheur. Chez les Calédoniens, pendant longtemps, il y a eu des mots comme ça. Le mot bagne, on n'en parlait pas. Le mot problème foncier, le mot terre, c'était des mots qui avaient une aura, qui dégageait une sorte de radioactivité néfaste. Et c'est toujours très difficile d'en parler. Alors là, on va parler bien sûr d'un domaine qui vous a passionné, puisque vous y travaillez maintenant depuis plusieurs années, et qui est justement le bagne en Nouvelle-Calédonie. Comment ça a été un peu la raison de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, en somme, le bagne? Oui, la prise de possession
en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, c'est pour avoir la possibilité de créer une colonie pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie. Ça a été un peu retardé parce qu'on a d'abord fait un essai en Guyane. Et ensuite, comme en Guyane, le taux de mortalité, les conditions d'hygiène, de salubrité étaient vraiment désastreuses, on a tenté, on est venu en Nouvelle-Calédonie à partir de 1864. Le premier convoi date de 1864. Il y a un décret en 1863 qui instaure la Calédonie comme colonie pénitentiaire, et ce décret ne sera aboli qu'en 1931 seulement. Donc on peut dire que le bagne, d'un point de vue juridique, dure jusqu'en 1931. En fait, le dernier convoi est de 1897. À partir de 1897, il n'y a plus de convoi. Le bagne, ensuite, il va s'éteindre. Ça va être une très lente agonie. La Calédonie va devenir un mouroir pour tous ces vieux forçats. Les derniers sont morts dans les années 60. Alors, est-ce qu'on a des chiffres sur l'importance du bagne? Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre, par exemple, de forçats? Oui. Ça, c'est maintenant, c'est un domaine qui commence à être étudié. Il y a eu à peu près, en Nouvelle-Calédonie, de condamnés aux travaux forcés, 21 700, 21 800 condamnés aux travaux forcés, entre 1864 et 1897, qui sont venus en environ 75 convois. En plus de ces condamnés aux travaux forcés, on a envoyé en Nouvelle-Calédonie 3400 déportés de la commune, donc de Paris, mais eux qui ont été amnistiés à partir de 1881 et qui sont retournés en métropole. Et en plus, on a envoyé environ 3 ou 4 000 relégués, c'est-à-dire des condamnés, des délinquants récidivistes condamnés, à partir de 1885 jusqu'en 1897 aussi. Voilà les chiffres. Vous pensez que les Français ont été influencés par ce qui se passait en Australie, ce que les Anglais avaient fait en Australie? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des études sur la transportation pénale anglaise qui ont été commandées par le gouvernement français de l'époque. Il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de colloques, beaucoup de réunions de commissions sur ce qui s'était fait en Australie, et même ailleurs, dans tout le système anglais, ce qu'on appelle le convict system. Mais ce qui est étonnant, c'est que le système en Australie s'arrête à partir de 1841-1844. Mais toutes les études montrent l'échec de la colonisation pénale britannique. Et malgré les résultats de ces études, peut-être les Français se sont dit, mais c'est pas parce qu'ils se sont dit, eux ils ont échoué, mais nous on va réussir. Et ils l'ont tenté quand même. Sur une réaction française. C'est possible. Les autres ont des difficultés, mais nous on est plus malades. C'est possible. Et il faut dire que, en fait, si on fait une analyse plus sérieuse, on s'aperçoit que le bagne correspond en France, l'instauration de la colonisation pénale correspond en France à cette fin du 19e siècle où la France rentre dans l'ère industrielle, où les campagnes se vident, où c'est l'exode rural, où il y a une nouvelle délinquance, une nouvelle criminalité qui est due à l'urbanisation, qui est due au sous-prolétariat, l'absence de syndicats, l'absence de loi sociale, et on ne sait pas comment trop répondre. Avant, dans les campagnes, tout ceci était absorbé. Là, la criminalité, elle augmente, il manque de place dans les prisons, on ne trouve pas de réponse. Alors, c'est ce qu'avait connu l'Angleterre avant, puisque la révolution industrielle arrive avant en Angleterre. Et donc, le meilleur moyen que l'on trouve, c'est cette politique de débarras. C'est ce que Waldeck-Rousseau appellera la politique de débarras. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire trop des criminels en France, on essaye de s'en débarrasser. Ça, c'est un aspect du problème. Mais il y a un autre aspect aussi, c'est que dans cette naissance du Second Empire, contrairement à ce que l'on peut penser, on est en pleine renouveau des idées humanistes. On présente toujours le Second Empire comme étant une période très sombre, très fermée, sans liberté d'expression. Alors que vis-à-vis le comportement qu'aura le gouvernement
les gouvernements de l'Empire et ensuite de la Troisième République, le comportement de la Troisième République sera beaucoup plus répressif, beaucoup plus sévère vis-à-vis des condamnés que l'a été le Second Empire. Dans le Second Empire, c'est le début un peu de ce que les adversaires vont appeler la philanthropie maladive, tout cet humanisme qui autour de Saint-Simon, tout de Fourier, etc. Et on pense sincèrement que on va pouvoir régénérer les condamnés par le travail, le retour à la terre. Ce sont toutes ces grandes idées. En fait, si l'on regarde bien, c'est un peu ce qui s'est passé quand même, parce que toutes ces grandes familles calédoniennes, tout ce peuplement calédonien, de petites gens mis sur des concessions de terre de 4-5 hectares où elles ont vécu dans des conditions vraiment très 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 dures, très 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 difficiles, de faim, de non-ravitaillement, vraiment des conditions d'une colonisation vraiment misérable. Ils ont quand même réussi à s'en sortir, réussi à créer une nouvelle société, réussi à créer une nouvelle morale. Ils réussissent à de nouveau rentrer dans un circuit au bout d'une ou deux générations, malgré tout le poids du mépris tout qui a pesé sur eux. Est-ce qu'ils se sont sentis alors un peu écartés par la métropole, puisqu'en définitive, c'était peut-être des gens dont on voulait se débarrasser, comme vous disiez, et est-ce que par la suite, cette attitude de la métropole a été encore ressentie par les habitants ? Il y a eu un peu des deux. Il y a eu ce ressentiment-là, et puis aussi le fait de... Vous savez, c'est comme dans les rapports amour-haine, le fait de vouloir regagner d'une part la confiance, mais regagner l'amour de cette métropole, de ces gens, de dire bon ben maintenant ça y est, on est redevenu honnête, on est devenus normaux, quoi. Il faut nous reprendre, etc. Il y a eu les deux les deux aspects qui ont joué. Il y a eu moi je crois, contrairement à ce que tout le monde dit, que le Calédonien a longtemps réagi en colonisé, avec les mêmes schémas mentaux que le colonisé, la même aliénation coloniale, à la fois de fronder le métropolitain qui débarquait, mais aussi toujours à un moment de dire mais il doit bien savoir, lui il vient de France, en France ils savent, et puis ce désir aussi de reconquérir le respect, reconquérir sa place dans la société. Il y a un peu des deux qui a joué, je crois. Et alors est-ce que là, par exemple, on saute quelques siècles, enfin un siècle, quelques années, est-ce que sur ce terrain justement il s'est retrouvé assez proche du peuple qui était là, du peuple kanak? Du peuple kanak. On peut dire que dans les années 50, avec la création de l'Union calédonienne sous la devise de couleur un seul peuple, et il y a eu un moment où une grande partie des Calédoniens, avec l'ensemble du peuple kanak, a créé cette sorte d'union là, ce qui pouvait se faire. Bon, les choses n'ont pas duré. D'une part, parce qu'il y a eu la volonté du gouvernement français que ça ne dure pas. Jamais un gouvernement français, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, ne peut admettre, ne pourra admettre un rapprochement entre Kanak et Calédonien. Parce que le jour où cette alliance se fait ou se constitue, c'est la fin de tout le système gubernatorial ou tout le système de la France arbitre qui joue un rôle de bouclier étincelant là, qui protège les Kanaks des Caldoches et les Caldoches des Kanaks. Tout ça disparaît et ça, ce n'est pas pensable. Si la France veut se maintenir en tant que France ici, elle est obligée de jouer la séparation des deux. Aucun gouvernement ne le fera autrement. Même les accords de Matignon. Les accords de Matignon, ce n'est pas le rapprochement entre Kanak et Calédonien au départ. C'est le rapprochement entre Kanak et Calédonien avec la France comme arbitre. Ce qui est tout à fait différent. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, puisqu'on parle des accords de Matignon, est-ce que vous pensez que la France peut jouer le rôle d'arbitre en définitive? C'est un peu se retirer du jeu que d'être un simple arbitre.
Est-ce qu'elle a une responsabilité quand même? Elle a une responsabilité énorme, d'abord dans le rééquilibrage. Il est clair que si le gouvernement actuel ou ceux qui arriveront après pensent que les accords de Matignon c'est l'arbitre qui doit être impartial entre les deux, ça c'est pas jouable. Ce qui est jouable, c'est qu'il faut faire du rattrapage en milieu kanak, qu'il faut faire un rééquilibrage. Parce que si on ne ramène pas chez les Kanaks un certain rééquilibrage, ça sera catastrophique, ça sera très très mal vécu par la jeunesse kanak, ça c'est clair. Il n'y a pas d'arbitre qui dit tant d'argent là, il faut d'abord faire du rattrapage, il faut d'abord ramener à l'équilibre avant de pouvoir parler d'arbitre égalitaire. Alors vous, en tant que membre d'une ancienne famille de Nouvelle-Calédonie, vous tenez ce discours. Est-ce que vous pensez que c'est un discours qui est tenu dans la majorité du milieu caldoche? Ah, pas du tout. Moi, je suis un épiphénomène aussi. Non. Moi, je représente pas du tout. Je représente pas du tout la majorité des Calédoniens. Je parle en tant que Calédonien, mais je parle pas au nom des Calédoniens ni comme représentant des Calédoniens. C'est pas du tout le discours qui est tenu. Mais parce que... Comment vous en êtes arrivé à tenir ce discours? Comment j'en suis arrivé à tenir ce discours? Mais d'abord parce que... Vous êtes enseignant, vous avez fréquenté beaucoup le milieu kanak, mélonésien, ou est-ce que c'est une réflexion qui vient de plus loin, de votre famille et tout ça? On n'a jamais été élevé ici, dans ma famille, moi j'ai jamais été élevé dans un sentiment anti-kanak. Ça c'est pas vrai. D'ailleurs les gens ici... ce qu'on appelle le racisme calédonien, c'était plus un sentiment de supériorité, mais il n'y avait pas, un racisme agressif tel qu'il ait pu exister en Afrique du Sud ou en Alabama. C'est vrai qu'il y avait une sorte de paternalisme, mais c'était pas, les gens n'ont pas cherché vraiment à faire du mal, à être méchants. Bon, ils se sentaient supérieurs, le kanak les ressentait comme des gens supérieurs, mais à la limite c'était presque inconscient. Et on n'a pas été élevé dans cette vraiment avoir à prendre des positions anti-kanak, etc. Bon, il est vrai que moi, j'ai toujours vécu à côté ou avec des kanaks depuis mon plus jeune âge. Et j'ai pas une formation si on prend des clivages métropolitains, j'ai pas une formation de gauche personnellement. Je suis plutôt issu d'une formation gaulliste. Mon père était engagé volontaire pendant la guerre et le gaullisme m'a beaucoup compté dans ce pays. Simplement, le fait que je connaissais personnellement des Kanaks, des jeunes Kanaks avec lesquels j'étais en classe, quand ils ont pris des positions pour l'indépendance et pour la décolonisation, on m'a dit ils font ça parce qu'ils sont anti-blancs. Et moi, ça ne m'a pas suffi comme réponse. Moi, je les connaissais, ces gens-là, je savais que ce n'était pas vrai. Et au lieu de rejeter, j'ai essayé de me dire mais pourquoi est-ce qu'ils prennent ces positions-là? Et essayer de comprendre. Je suis penché sur l'histoire. Je me suis rendu compte que l'histoire qu'on nous avait présentée, c'est-à-dire on amène la civilisation ici, uniquement la santé, l'hygiène, ce qui est vrai. Mais c'était pas tout, c'était aussi une très grande spoliation foncière, une dénatalité importante, une baisse de démographie importante, un impact contre la culture kanak, un changement profond. Je me suis rendu compte de tout ça. Donc, en fait, il y avait des causes à la revendication kanak. Pas seulement un sentiment anti-européen ou anti-blanc. Ce qui m'a donc obligé à réfléchir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois d'abord que je me suis toujours senti très, très, très calédonien. Et beaucoup plus calédonien que français, en fait. J'ai l'habitude de dire un Calédonien, ce n'est pas un Européen qui vit en Océanie, c'est un Océanien d'origine européenne. Et moi, je suis profondément océanien. Quand je veux dire profondément océanien, ça veut dire que mon métabolisme, il ne vit plus au rythme des 4 saisons. Qu'il y a plein de choses que je sais sans savoir comment je les sais. Pour être précis, les vendanges, j'ai appris dans des livres que les vendanges, ça se faisait au mois de septembre. Moi, j'ai jamais vu de vendanges. Toute ma jeunesse. Par contre, je sais qu'au mois de novembre, il y a les fleurs flamboyants. Je sais qu'en juillet et août, là, c'est les grandes marées basses. Je sais qu'au mois de novembre, il y a des thasards qui vont rentrer par les passes du sud. Tout ça, je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Et ça, c'est toute cette connaissance-là du pays que je partage avec le monde kanak, qui nous appartient à nous. Et puis, il y a aussi
cet amour passionné du pays, quoi, et de son peuple, de ses contradictions, de tout cela. Et bon, il est vrai qu'en Calédonie, on n'a pas été capable de créer une calédonitude, c'est sûr, mais on n'a pas vraiment permis aux gens de le faire non plus. Alors justement, on dit que les jeunes néo-calédoniens, au cas où ils devraient quitter la Nouvelle-Calédonie, ce que personne ne souhaite, ils se dirigeraient plus vers l'Australie que vers la métropole. C'est déjà vrai. C'est déjà vrai. C'est déjà vrai. C'est déjà vrai. Vous savez, la jeunesse calédonienne, la différence de la jeunesse kanak, avec tous les événements qu'il y a eu, la revendication culturelle kanak, elle s'est prolongée dans une revendication nationale. Et ce qui fait la différence entre le jeune kanak et le jeune calédonien aujourd'hui, c'est que le jeune kanak, il a toute une symbolique. Il a un drapeau, il a des couleurs, il a des slogans, il a des héros, que ce soit Éloi Machoro, Alphonse Dianou qui sont morts dans la lutte. Il a des héros anciens, Ataï, Gondou, Pouéon et bien d'autres, Kouindo, etc. Alors que le jeune calédonien, lui, il n'a pas de mystique, il n'a pas de symbolique. Il ne se reconnaît pas dans le français, il ne se reconnaît pas dans le kanak, il marche sur un monde de sable mouvant. Et les héros dont on lui parle sur sa propre colonisation, c'est qui? C'est Bernet, Mickinson, c'est-à-dire des gens qui ont fait fortune dans les mines, mais une jeunesse, elle ne se reconnaît pas dans des petits mineurs. C'est pas des héros, ça. Et je crois que c'est ce qui manque à la jeunesse. C'est beaucoup plus difficile pour la jeunesse calédonienne. Alors qu'elle se sait différente parce qu'elle vit différemment, elle a un accent, elle a un rire, elle a un senti du pays qui est tout à fait différent du métropolitain. Elle sait que le métropolitain, c'est celui qui va toujours bloquer son avancée dans la vie sociale, partout. Chaque fois qu'il y a un poste de chef, c'est toujours un métropolitain, moi jamais mettre un calédonien, etc. Il vit toutes ces contradictions internes. Et bon, c'est une phrase que je cite souvent de Marie Cardinal dans Au pays de mes racines. Elle disait, Français, pieds noirs, nous savions que nous étions plus proches des Algériens que des Français de métropole, mais voilà, c'était plus valorisant d'être Français que d'être Algérien. Vous prenez cette phrase, vous la mettez en Calédonie et vous retrouvez le même système de pensée. Alors on a évoqué tout à l'heure le nom du général de Gaulle. Est-ce qu'il apparaît comme un héros ici, comme il apparaît dans beaucoup de pays, de Gaulle? Ah, certainement. Certainement, puis il ne faut pas oublier quand même que De Gaulle, c'est aussi, même chez les Kanaks, c'est quand même aussi le discours de Brazzaville. Et après, De Gaulle arrive quelque temps après, c'est pas sous lui, mais pour eux c'est la même chose, c'est le fait d'avoir versé l'impôt du sang à travers les guerres qui leur donne le droit de vote en 1951. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vivent, comme une conquête du sang qu'ils ont pu verser aussi bien en 14-18 qu'en 39-45. C'est encore ce qu'ils disent. Même si historiquement c'est pas tout à fait vrai, c'est comme ça que c'est ressenti. Et non, mais c'est vrai que le personnage de Gaulle est un personnage qui transcendait les clivages politiques ici. Ça, c'est sûr. Comment on peut expliquer justement ce ralliement assez rapide? Là, on parle un peu d'autre chose que du bagne, mais ouais. Ça fait rien. Comme votre père était, vous m'avez dit, très gaulliste, comment on peut expliquer ce ralliement assez rapide de la Nouvelle-Calédonie aux idées du général de Gaulle pendant la guerre? Est-ce que c'est aux idées du général de Gaulle ou c'est pour reprendre une phrase célèbre de Gaulle, à une certaine idée de la France aussi? Comprenez, nous, la France, les gens qui voyaient, les Calédoniens qui voyaient la France, ils la voyaient dans un rêve, dans un mythe, parce qu'ils ne mettaient jamais les pieds en France. Pour mettre les pieds en France, il fallait être un fonctionnaire métropolitain, ou alors il fallait appartenir aux très riches familles de Nouméa, qui étaient très très peu nombreuses finalement. Mais les autres, qu'est-ce que c'était? C'était mythifié, la France. Et la France, elle ne pouvait pas être vaincue, c'était pas possible. Parce que c'était trop beau, c'était trop grand. Les gens qui voyaient la France, les Calédoniens qui voyaient la France, c'était pendant les guerres. Ces Calédoniens qui sont partis en 14, en 17, etc. Eux, ils ont vu la France parce qu'ils ont fait la guerre pour la France. Mais autrement, ils ne voyaient pas la France. Donc tout ça, c'était dans une aura extraordinaire. Je crois que c'est plutôt ça qui a été ressenti ici, plus qu'autre chose, quoi. Plus que De Gaulle, on ne le connaissait pas vraiment au départ.
Et quand il est venu ici, je crois que son voyage a été triomphal. Triomphal. Triomphal chez les Kanaks particulièrement aussi. Triomphal. C'était... D'abord, la première fois qu'il est venu, il n'était donc plus président, il n'était pas président de la République, hein. Il n'était plus rien, il était ressorti de la vie politique, il était le général de Gaulle, puisqu'il est venu en 1956, la première fois de Nouvelle-Calédonie. Ça a été un voyage triomphal, c'est sûr. Vous étiez trop petit pour... J'avais 6 ans à l'époque. Ouais. Mais on en a parlé longtemps. Oui, mais je m'en souviens très bien quand même, hein, de cette revue, de ces gens qui se mettaient à genoux pour lui embrasser les mains. C'était vraiment, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'ai vécu le deuxième voyage, c'était en 1967, j'étais encore au lycée, ou 1966, quand il est revenu la deuxième fois. Et ça, je m'en souviens très 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 bien aussi. Le même accueil la deuxième fois? Oui. Oui. Il n'avait rien perdu de son aura non, quelques années après. Non, mais même dans les votes, il arrivait, bien que l'Union calédonienne à l'époque était dans l'opposition, même dans les votes, il sortait en tête ici. C'est la différence entre un personnage historique et un simple personnage politique. Je crois qu'il y a de la... Enfin, nous, on le voit de loin, puisqu'on le voit en tant que personne d'outre-mer, éloigné de 20 000 km de la France. Donc tout ça est très... on voit un peu ça dans une brume, dans un brouillard. Ouais. Vous pourriez me parler un peu des lieux où ont été débarqués les bagnards, un peu dans l'ordre chronologique où ça s'est passé. Ben, le lieu de débarquement des bagnards, c'est ici. Hein. Là, on est sur l'appontement qui va voir des milliers de condamnés aux travaux forcés arrivés en Nouvelle-Calédonie. Alors cet appontement se situe sur l'île Nou. Cet appontement se situe sur l'île Nou. Donc au départ, l'île Nou appartenait d'abord au clan Kamboa du grand chef Kouindo, et qui était le clan qui dominait toute cette région avant l'arrivée des Européens. Cette île Nou ensuite a été... il y a eu une négociation entre un Anglais qui s'appelait Paddon et ce grand chef pour avoir l'île Nou, et Paddon avait installé une pêcherie et puis différents docks ici. Hein. Ces installations, c'était un commerçant, un armateur commerçant. Ensuite, quand la France a pris possession de la Nouvelle-Calédonie et qu'elle a décidé de fonder Nouméa derrière nous, donc dès 1854, il y a eu une négociation avec Paddon pour récupérer l'île Nou, pour en faire véritablement le lieu, le centre pénitentiaire. Et à partir le premier convoi arrive dans la rade ici en 1864, le 9 mai 1864, c'est le convoi d'Iphigénie. Et les premiers forçats vont rester sur le bateau et descendre tous les jours à terre pour préparer les bâtiments qui vont servir à accueillir les convois suivants. Là, très exactement, mais le centre pénitentiaire, ce qu'on appelait le pénitentiaire dépôt, c'est l'île Nou. C'est-à-dire qu'on débarquait généralement ici, avant d'être ensuite, selon les années, selon les classements qu'on pouvait avoir, si on se conduisait bien ou mal, d'être envoyé sur des centres de colonisation pénale proprement dit, ou d'être gardé sur l'île Nou dans les ateliers, ou travailler à Nouméa, etc. Alors, les centres de colonisation pénale sont ouverts dès 1867 à Bourail, ensuite 1870 à La Foix, vers 1881 à Pointe-Boute, même 83 sur Pointe-Boute, et il y a un autre centre de colonisation pénale qui s'installe à Ouégoua, dans le Diaout très exactement. Bon, on peut ajouter également dans la baie du Sud à Prony, un centre d'exploitation forestière, et puis bien sûr, ce qui est très connu, c'est l'île des Pins, qui va servir également pendant longtemps, toute une partie de l'île des Pins, à l'administration pénitentiaire. Alors les bâtiments qui sont construits consistent en quoi en définitive? Il y a des bâtiments administratifs. Alors il y a des logements, hein, des logements du directeur, logement de l'administration, logement des surveillants. Il y a les différentes cases dans lesquelles dormaient les forçats. Ensuite il y a les bâtiments de correction, si on peut dire, les prisons, etc. Il y a un hôpital, il y a une ferme,
pour fournir à cet hôpital des œufs frais, des poules, de la verdure, enfin, etc., du potager. Il y a une vacherie, ça c'est sur l'île Nou proprement dit. Hein. Et dans les centres de colonisation pénale, ben, vous retrouvez à peu près le même système, c'est-à-dire quelques prisons pour les incorrigibles ou pour ceux qui se seraient évadés. Et ensuite, c'est des bâtiments, un dock, un magasin, un hôpital ou une infirmerie, etc. Tous les bâtiments qui servent à faire fonctionner un centre, un village normal, quoi. Vous trouvez des églises, vous trouvez... on construit, on refait des villages, simplement que tous les éléments, tous les habitants de ce village sont d'origine pénale, c'est tout. Alors quelles étaient les conditions de vie dans ces centres? Et bien sûr, on ne pouvait pas sortir du centre, je suppose. Mais le centre, c'était très vaste. Hein. Je veux dire, on peut pas. C'est pas un univers carcéral, hein, la colonisation pénale en Nouvelle-Calédonie. L'univers carcéral, c'est l'île Nou, c'est certains bâtiments de l'île Nou où on mettait les incorrigibles. Où là, il y avait des cellules fermées, etc. L'univers carcéral, c'est également un camp disciplinaire qui se trouve dans la région de Koulou-Paris, qui s'appelait le camp Brun, qui n'a pas fonctionné très longtemps, mais qui a été très très violent, très très dur. Mais le reste, ce sont des centres, où on veut installer les forçats soit à la terre. Dans ce cas-là, on leur donne des terres, on leur donne des concessions de 4-5 hectares où on leur fait planter du maïs selon les années, du café ou de la canne à sucre selon la culture qui est en vogue. Bon, ils ont chacune une petite paillote qui doit faire à peu près 8 mètres sur 4 mètres, avec une ou deux pièces dedans. On fait venir des femmes de France, on les marie de façon à ce qu'ils fassent des enfants, qui est véritablement un centre qui se crée. Donc on essaye de les ramener à une vie normale. C'est déjà les grands problèmes de réinsertion, tout ça qui sont posés. Hein. Mais c'est une vie misérable. Hein. Misérable, mais qui de loin peut paraître assez paradisiaque. Si on lit, selon les journalistes de l'époque, ça apparaît comme une vie paradisiaque, c'est sûr. Selon un certain nombre les gens libres, la Jet Society de Nouméa, c'est scandaleux qu'on puisse traiter des condamnés aussi bien. Mais enfin, moi, je me rappelle très bien de ma grand-mère qui me racontait que quand elle était petite, les lacets de ses chaussures, c'était des bouts de ficelle. Elle n'avait pas de nœuds dans les cheveux, c'était aussi des bouts de ficelle. Qu'il fallait aller chercher l'eau à la rivière, qu'il n'y avait pas d'eau dans la maison, qu'il fallait que les sauterelles arrivaient, qu'elle mangeait tout. Ça a été vraiment une vie vraiment difficile. C'était pas, je veux dire, ça n'a rien à voir avec ce grand colonna que l'on présente toujours et qui en fait représente très peu de monde en Nouvelle-Calédonie. Alors parmi ces condamnés, il y avait les condamnés de la commune. Quelle place ils occupent dans l'histoire? Ils occupent beaucoup de place. Voilà. Mais par rapport au nombre de condamnés, ça représente quel pourcentage à peu près les condamnés de la commune? C'est un peu le paradoxe de la déportation politique des communards en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que c'est un fait important pour l'histoire de la Calédonie parce que c'est un fait qui rattache la Nouvelle-Calédonie à une histoire mondiale, hein, l'insurrection de la commune. Mais du point de vue géographique, du point de vue humain, du point de vue économique, en Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas d'énormes conséquences, hein, parce que les déportés de la commune viennent sur Ducos, sur l'île des Pins, et dès qu'ils sont amnistiés, ils repartent quasiment tous. Je ne sais pas s'il y a peut-être 50 déportés de la commune sur les 3400 et quelques qui sont restés en Nouvelle-Calédonie et qui ont fondé des familles. C'est très 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 peu. Alors il y a les célèbres endroits où Louise Michel est restée. C'est Ducos, oui. À Ducos. C'est en face là. En face, c'est là qu'elle était, Louise Michel. Et alors, parmi ces déportés de la commune, on leur a fait le reproche, lorsque l'armée a eu besoin d'eux, ou les gardiens ont eu besoin d'eux pour mater certaines rébellions, de participer eux-mêmes à la répression, oui. Alors que pendant la commune, ils s'étaient eux-mêmes rebellés contre les Versaillais. Vous savez, ça c'est la grande solidarité des peuples en lutte. C'est un peu un mythe tout ça, je crois que c'est le réflexe de la peur du sauvage qui a joué. Hein.
Parce que les Kanaks, quand ils sont révoltés, bon, il y a des déportés qui ont été massacrés. Comment voulez-vous que les Kanaks se révoltant fassent la différence entre un blanc déporté, communard, s'étant battu contre les Versaillais? Lui, il ne fait pas de différence. Lui, il se révolte parce qu'on lui a pris ses terres. Et on a mis à la place sur ces terres des gens qui venaient de la commune. Il y a des déportés de la commune qui ont été massacrés. Et puis, vous savez, ça a toujours été, c'est ça les contradictions du colonialisme. Si on veut aller plus loin dans ce registre-là, en même temps que les déportés de la commune, ont été déportés en Nouvelle-Calédonie des Kabyles. Des Kabyles de la révolution du Pachagal Mohani de 1870, qui eux se révoltent contre la présence française en Algérie. Or, quand ils arrivent ici, et qu'il y a l'insurrection 78, ce sont les meilleurs auxiliaires de la répression. Autrement dit, là, ils combattent au nom de la France contre les Kanaks. Alors que les Kanaks, ils mènent le même combat, c'est-à-dire le combat contre la présence française qu'eux ont mené. Oui, alors les Kabyles ont participé aussi à la répression. Oui, d'abord parce que c'était des cavaliers émérites et c'était des guerriers, c'était des combattants. Ensuite parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'Arabes qui ont été tués pendant l'insurrection au Kanak, parce que là c'est pareil, ils ne faisaient pas la différence. Ça va même plus loin. Les Arabes étaient très très rebelles. Et en fait, parmi les évadés, il y avait beaucoup d'Arabes qui s'évadaient. Parce qu'ils acceptaient, d'une part, ils n'acceptaient pas le joug colonial, le fait d'être en prison en plus. Et dans les Akourichis, il y avait beaucoup d'Arabes. Mais ces Arabes qui s'évadaient, qui c'est qui allait les rechercher? C'était la police kanak qu'on en avait fait, qu'on avait fondé exprès pour ça. Donc si vous voulez, on s'est servi des Kanaks pour rattraper les Arabes évadés, pour les mater. Donc quand il y a eu l'insurrection kanak, on s'est servi des Arabes, qui eux étaient, bien entendu, en voulaient aux Kanaks parce que ça avait été donc très dur pour eux de se faire reprendre, etc., dans des conditions difficiles. On s'est servi des deux communautés, toujours l'une contre l'autre. Alors Louise Michel a une place un peu à part parce qu'elle s'est occupée des Kanaks et notamment de l'enseignement. Est-ce que ça a laissé un souvenir parmi les Kanaks? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la part de réalité, la part de légende là-dedans. C'est la seule en tout cas qui parle du monde kanak et qui essaie de l'aborder. Mais Louise Michel, c'est vraiment la figure qui transcende toute cette déportation politique. C'est elle, c'est la pure, quoi. Et c'est vraiment un visage extraordinaire et une personnalité extraordinaire. En ce qui concerne l'enseignement, je ne suis pas sûr que l'école qu'elle ait fondée, ce soit une école pour les enfants kanaks. C'était une école qui se situait à Nouméa. Et elle a fait partie, elle a été institutrice pendant pendant une période assez courte d'ailleurs, qui a précédé l'amnistie. Et parmi les néo-calédoniens, Louise Michel reste une figure. Non, je crois pas. Je crois pas parce que ça n'a pas vraiment marqué la commune. Ça marque dans le sens où les Calédoniens d'aujourd'hui vont vous dire « Moi je suis descendant de déportés de la commune » parce que c'est un peu plus noble que de dire qu'on est descendant de condamnés aux travaux forcés. En Nouvelle-Calédonie, les gens, il y a quelques années, lorsque vous les interrogiez, c'est un peu moins vrai maintenant. Ils vous disaient ou ils étaient descendants de surveillants ou ils étaient descendants de déportés de la commune, mais jamais de condamnés. D'ailleurs, ça devait être la prison la mieux gardée de France ici. Il devait y avoir 2 condamnés et puis 600 surveillants au moins. C'est la maison du directeur. Les églises ont joué un rôle très important dans la protection et dans la défense du peuple kanak, souvent contre des gouverneurs. On parle souvent du rôle négatif des églises dans les pertes de coutumes, dans le transfert on a changé des coutumes ancestrales pour aller vers Dieu, vers le christianisme, vers les prières, on a supprimé les danses, on a supprimé un certain nombre d'arts, etc. Mais en ce qui concerne la conservation même de l'homme kanak, c'est-à-dire la protection contre les maladies galopantes, contre l'alcool, etc., les églises ont joué un rôle essentiel. Et même au départ, contre toutes les atteintes de la colonisation de la part, enfin je pense qu'au gouverneur Guilin et ensuite le gouverneur Feuillet, et même de la création de l'Union calédonienne, les églises étaient toujours au premier rang.
finalement. Oui. Encore, c'était une île. C'est de cette île-là que s'est évadé C'est de ce type que c'était évadé. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu de nombreux évadés? Ça dépend de la déportation ou de la transportation. Dans la déportation politique, la plus célèbre est celle de Rochefort, qui réussit parce que Rochefort, à la différence des autres, avait de l'argent et beaucoup de soutien, de la franc-maçonnerie en particulier. Les évadés chez les transportés, il y a eu beaucoup plus d'évadés qu'on ne croit. Il y a eu à un moment un problème avec l'Australie, qui en avait assez de voir des évadés du bagne de Nouvelle-Calédonie arriver en Australie. Ensuite il fallait les rapatrier, etc. Ça a posé beaucoup de problèmes. Il y a une nouvelle d'un écrivain calédonien qui s'appelle Georges Baudoux, qui s'appelle L'évadé de la nouvelle, et qui raconte ces différentes histoires d'évasion. Mais parmi les évadés, il y a eu beaucoup de disparus. On s'évadait, ils rentraient en brousse et on ne savait pas trop ce qu'ils devenaient ensuite. Par la mer, la mer n'était pas trop dangereuse pour s'évader en fin de Ah si, c'était difficile, bien sûr. Bien sûr, mais il y en a qui ont tenté le coup. Hein. Il y en a beaucoup qui sont arrivés sur les côtes du Queensland en Australie. Hein. Je sais pas, il y en a peut-être une cinquantaine ou une centaine qui y sont arrivés dans toute cette période.